La vie en trois lettres, le journal en trois titres sur Canal 3 Bénin. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici le sommaire de cette édition. L'actualité nationale avec les détails liés à la première phase de la tournée nationale entreprise par le chef de l'État dans les communes du Bénin. Le porte-parole du gouvernement a fait connaître au public les retombées du périple du président de la République. Nous entendrons les confidences du ministre Alain Orula dès le début de ce journal. Et puis le CEMO, le système d'encadrement des missions officielles est désormais opérationnel dans l'administration publique béninoise. Cette plateforme qui permet une gestion efficiente des finances publiques et l'amélioration de la qualité des dépenses a été lancée hier à Cotonou. Herman Anyambosu nous vient avec plus de précision dans un instant. À suivre également le compte-rendu de la célébration de la Journée mondiale des toilettes. L'événement est célébré le 19 novembre de chaque année. C'est la commune de Dassazoumé dans le département du Zou qui a abrité les manifestations officielles. L'ONG Aéramer et ses partenaires y mettent un accent particulier sur la propreté et l'assainissement, nous dira y mettre Hélène Amoussou. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Bonjour à tous. Ce furent des moments en point de ferveur pour des échanges francs et directs. Les premières communes parcourues par le chef de l'État lui ont permis de percevoir les limites de l'action gouvernementale afin de pouvoir corriger ce qui peut encore l'être. Propos du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Maître Alain Orula, face à la presse hier jeudi, a fait le point des différentes retombées de cette descente du président Patrice Talon sur le terrain. C'est aussi le moment de repréciser certaines annonces du chef de l'État. On écoute à présent un extrait des propos liminaires du ministre de la Communication, Alain Orula. Ce qui était important, c'est de constater à quel point les Béninois, eux aussi, ont changé. Ils ont muté, ils présentent de plus en plus des dispositions et des facultés à s'adapter au progrès et au développement, à faire les sacrifices nécessaires, à changer de mentalité, à se montrer prêt à accueillir et à accompagner le progrès et les succès que notre pays enregistre dans maints domaines. Le président a rappelé que ce sont ces sacrifices, ces concessions, ces efforts du quotidien qui permettent de baliser et de construire le chemin du bonheur. Le bonheur d'aujourd'hui, le bonheur de demain, le bonheur d'après-demain. C'est ces efforts qui permettent que nos enfants, vos enfants, un peu nous, nos petits-enfants, nos contemporains, nos descendants, puissent profiter de ce dont nous avons été privés pendant des décennies parce que nous n'avons pas voulu serrer la ceinture, parce que nous avons dépensé plus que nous ne pouvions produire et que nous n'avons pas fait grand-chose. Donc, le président de la République est parfaitement au fait du moral des Béninois et c'est d'ailleurs pour cela, entre autres, qu'il est descendu sur le terrain pour leur expliquer que le temps de la moisson, après les efforts, est en train d'arriver. Pour leur expliquer qu'il sait que pendant qu'on met la marmite au feu et qu'elle est en train de cuire, il faut du temps, on doit inviter à la patience et se préparer à se mettre à table, plus goulûment, mais raisonnablement. Il a utilisé des images. Lorsque vous avez faim et qu'il n'y a rien qui pointe, pas une sauce qui mijote, ni un pilon qui tape dans un mortier, vous êtes inquiet, vous êtes angoissé. Mais lorsque vous avez faim et que vous entendez, pour ceux qui mangent le liam pilé, le bruit du pilon dans le mortier, ou que vous sentez les arômes d'une sauce qui mijote, vous patientez parce que vous savez que vous serez servi bientôt. Et les Béninois ont compris qu'ils vont être servis bientôt, qu'ils sont déjà en train de profiter des fruits de la croissance et qu'ils en profiteront davantage. Donc, je crois que le président de la République savait, a découvert des compatriotes inquiets, angoissés, mais il est parti en laissant des compatriotes heureux, ayant retrouvé les couleurs, ayant retrouvé leur morale.
Voilà, Maître Alain Orunla, ministre porte-parole du gouvernement. Il faut dire que c'est un accueil royal que les populations de la cité des Quincy ont réservé au président de la République. Patrice Talon est donc reçu en grande pompe à Djougou. Une forte mobilisation à mettre à l'actif du maire Malik Gomina, dont les administrés attendent beaucoup du programme d'action du gouvernement. Devant le chef de l'État, le maire de Djougou a relevé les grandes lignes des besoins qui conditionnent l'épanouissement et le bien-être de ces populations. Il cite pêle-mêle les infrastructures routières, les équipements médicaux et un personnel sanitaire qualifié, l'eau potable pour tous, l'extension du réseau électrique, des usines de transformation agricole, la réhabilitation du secteur du transport, sans oublier les microcrédits aux femmes. Je vous propose à présent de suivre un extrait des doléances du maire Malik Gomina, suivi de la réaction du chef de l'État. Grande demeurera la dette de reconnaissance de Djougou pour la célérité avec laquelle vous avez désigné Djougou comme le chef-lieu du département de la Donga. Les populations souhaitent que cette célérité soit contagieuse et impacte les travaux de construction de la préfecture et de la cité administrative. Aussi, ont-elles compris que vous êtes un homme de méthode et que l'asphaltage commencé dans certaines communes les atteindra très bientôt. J'ai pris le risque mineur de leur dire que leur tour est arrivé. Je suis allé plus loin en disant qu'après l'étape de Grand Nokwe, l'assainissement vient à Djougou. Il n'est pas souhaitable que le microcrédit disparaisse. C'est réhabilité. Nous allons mettre beaucoup de moyens. Nous avons changé le modèle. Il ne sera pas nécessaire d'être proche d'un ministre, d'être proche d'un maire, d'être proche d'une autorité pour avoir accès à la microfinance. Pour aller prêter de l'argent à la banque, dans les CERCAM, on n'a pas besoin d'avoir une couleur politique. C'est pareil pour la microfinance. Donc soyez rassurés, chères sœurs de Djougou, l'État a restructuré le modèle, a trouvé une autre façon d'opérer, de vous faciliter la tâche, et l'État a décidé de mettre beaucoup d'argent dans le microcrédit pour vous, mais veuillez rembourser régulièrement pour avoir accès régulièrement pour que d'autres aussi aient accès. Pour les cantines scolaires, madame, notons que dans la plupart des écoles où le besoin se fait sentir, là où c'est nécessaire, qu'on soit à 100% de couverture. L'argent ne circule plus, c'est vrai. L'argent ne circule plus. Mais il est où l'argent? Il travaille. C'est cet argent qui ne circule plus que nous faisons l'effort de ne plus consommer, qui nous permet d'avoir l'eau, l'électricité, les cantines scolaires pour nos enfants, les routes, les écoles, payer les arriérés des enseignants et des médecins, les marchés, les stades. Vu la position de Djougou, troisième pôle socio-économique, vu notre ambition de faire de notre pays un pays bientôt développé, à la fierté de nos enfants, si ce n'est à la nôtre, Djougou sera une ville moderne. Le Bénin vient de loin, mais le Bénin va loin désormais. Voilà, on va quitter Djougou dans le département de la Donga pour atterrir à Lokossa dans le département du Mono. Lokossa qui a donc abrité mercredi dernier la 9e réunion de la conférence administrative départementale, ce que l'on appelle CAD Mono. Une rencontre consacrée entre autres au projet de réaménagement des horaires de travail dans l'administration publique, au point de la tournée statutaire effectuée par le préfet dans 6 communes de son territoire de compétence et le point de la célébration de la journée de l'excellence dans le département du Mono. On voit tout cela avec Geoffroy Vincent et Florent Deroux. L'attention des membres de la conférence administrative départementale CAD du Mono est ici soutenue. Le sujet en valait la peine. Ils suivent en effet, à l'occasion de cette 9e réunion de la CAD Mono, une communication sur le projet de réforme concernant le réaménagement des horaires de travail dans l'administration publique béninoise. La présentation est assurée par le directeur général de la fonction publique. Nous avons constaté que les horaires actuellement présentés, 8h à 12h30 et
15h à 18h30, le Bénin apparaît comme l'un des rares pays à pratiquer une pause de 2h30, ce qui induit des contre-performances au niveau de l'administration. La productivité est en baisse et si on faisait un effort d'1 heure de pause, l'économie va gagner environ 11 milliards par an en termes d'économie sur la consommation d'énergie. Selon les conclusions de l'étude, soit 11,22% des personnes interrogées optent pour l'amplitude horaire de 7h30 à 16h30 avec une pause d'1 heure de 12h30 à 13h30. Mais l'option la plus pratique et rentable économiquement, selon l'étude, est celle de 8h à 17h avec 1 heure de pause de 12h30 à 13h30. Le renoncement aux horaires actuels améliorera la croissance économique de 0,57%, ce qui correspondrait à un gain moyen annuel de près de 26 milliards de francs CFA pour l'État. Pour cette étude, 3377 personnes ont été interviewées. Ils ont exprimé leur opinion et c'est cette synthèse qui a permis d'abord au groupe de consultants, puis au comité technique mis en place de pouvoir faire d'autres recommandations que nous partageons pour que les acteurs, les parties prenantes puissent dire leur mot avant que le gouvernement, dans une démarche participative, adopte une réforme pour le bonheur de tout le monde. Ce rendez-vous mensuel a été également consacré au point de la tournée légale effectuée il y a quelques jours par le préfet dans les 6 communes du département. La célébration de l'excellence dans le département, organisée par la préfecture du Mono, n'a pas été occultée durant les échanges. Le 28 octobre dernier, nous avons eu à primer les meilleurs élèves du département. Ça s'est bien passé et ça a été fortement salué. Nous avons profité de cette occasion pour mettre en place un creuset qui désormais pourra travailler afin que nous puissions être désormais parmi les meilleurs. Au point de divers, nous avons aussi échangé un peu sur les préparatifs de la visite que le chef de l'État aura à faire dans notre département très prochainement, notamment le 27 novembre prochain. En effet, le chef de l'État aura visité 3 communes de chez nous, à savoir Hyogbe, Lokossa et puis Grand Popo. Et les comités d'organisation sont à pied d'œuvre et savent faire beaucoup pour que tout se passe très bien. Ce conclave des membres de la CAD Mono s'est tenu dans la grande salle de conférence de la préfecture de Lokossa. Il s'achève ainsi et le rendez-vous est pris pour le 3e mercredi du mois prochain. Retour à Cotonou maintenant pour parler du CEMO. Le CEMO, c'est le système d'encadrement des missions officielles qui est désormais opérationnel dans l'administration publique béninoise. C'est une plateforme qui permet, au dire des autorités du ministère de l'économie et des finances, une gestion efficiente des finances publiques et l'amélioration de la qualité des dépenses. Le CEMO vient rassurer le contribuable quant à la gestion qui est faite des ordres de mission au sein de l'administration en général. La cérémonie de lancement de cette application informatique a été présidée par le directeur de cabinet du ministre de l'économie et des finances. On fait le point avec Herman Anyamboso et Rachid Soubéo. L'expérimentation du CEMO aura duré plus d'1 an. Diverses préoccupations liées à son exploitation ont pu être corrigées et mises à jour. La présente cérémonie consacre la mise en œuvre officielle et généralisée du système d'encadrement des missions officielles. Le CEMO permet de contrôler désormais l'utilisation des ressources liées aux missions à travers la détection systématique des missions en chevauchement et celles des agents n'ayant aucun contrat avec l'État. Il contrôle également la surévaluation des indices lors du paiement des frais de mission. La plateforme CEMO vient s'ajouter à la longue liste des réformes engagées depuis quelques années par les autorités du ministère de l'économie et des finances pour une amélioration de la qualité des dépenses. Les ordres de mission, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, bénéficient au dire des initiateurs d'une grande célérité et traçabilité dans le traitement. La création des ordres de mission est faite par l'agent de saisie de la structure initiatrice. Cette action n'est complète que si et seulement si aucun chevauchement
n'est détecté. Autrement, le système empêche la saisie de l'OM tout en notifiant le risque de chevauchement détecté. Par un suivi rigoureux et devant l'impossibilité pour le travailleur de l'administration publique béninoise de se retrouver sur 2 différentes missions au même moment, sinon à la même heure, c'est le contribuable béninois qui est désormais rassuré de la gestion faite des ressources de l'État. La cliente aura moins de clients avec l'outil CEMO, puisque c'est un instrument de lutte contre la corruption et de protection des usagers. À ce titre, il y a lieu que tous les agents de l'État félicitent le ministère des Finances et à travers le ministère des Finances le contrôle financier pour avoir pris cette initiative. En tout état de cause, le contrôle financier et la direction des systèmes d'information du ministère de l'économie et des finances sont formellement instruits à l'effet de veiller à sa mise en œuvre, en liaison évidemment avec vous, à son actualisation et à y remonter tout dysfonctionnement éventuel. Je voudrais alors témoigner à nouveau ma reconnaissance au nom de monsieur le ministre de l'économie et des finances à tous les acteurs qui ont contribué à l'aboutissement de ce projet novateur. Exit les ordres de mission fantaisistes et fictifs, out les doublons et autres chevauchements de mission. L'instruction est donnée par l'Agence nationale à l'ensemble des directeurs des services d'information des ministères pour une gestion rigoureuse dans le suivi et l'exploitation du CEMO. On évoque maintenant avec Ingrid cette séance d'échange entre le ministre Maounio Kakpo et les élèves professeurs de la première cohorte recrutés pour être formés dans plusieurs spécialités de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle en France. C'est le lycée Koulibaly de Cotonou qui a abrité la rencontre dans la matinée d'hier jeudi. Les détails dans ce reportage. Ces 24 élèves professeurs certifiés de l'enseignement technique présents dans cette salle ont bénéficié d'une bourse d'études gratuite de 4 ans en France dans plusieurs spécialités de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle. C'est un programme du gouvernement qui vise à doter le Bénin des formateurs de type nouveau hautement qualifiés. La formation que nous allons exiger maintenant de nos formateurs doit être une formation qui met l'ancrage sur la réelle mise en stage de nos apprenants en milieu professionnel d'abord. Et cela sera évidemment renforcé par la formation pédagogique pour que nous puissions avoir de véritables formateurs. Et c'est cette disposition qui sera le nouveau défi pour nous à partir d'aujourd'hui. Et cela est imprimé par le chef de l'État, le président de la République, Patrice Talon. La mise en œuvre de ce programme est l'un des plans d'urgence issus de la stratégie nationale de relance de l'enseignement et la formation technique et professionnelle élaborée et adoptée en Conseil des ministres. Ce plan d'urgence prévoit le recrutement et la formation complète à l'extérieur de 60 élèves professeurs certifiés. Le recrutement a été fait par l'intermédiaire d'un concours qui a été organisé. Et après le concours, la cellule d'appui à la mise en œuvre de la stratégie a pris contact avec des écoles de formation à l'extérieur pour que les 60 stagiaires retenus puissent bénéficier de leur formation. Mais dans le contexte de la pandémie de Covid-19, toutes les écoles de formation contactées n'ont pu répondre. Il y a seulement l'Académie de Versailles qui a répondu et qui a fait des propositions avec un dispositif de formation approprié. Et ce dispositif-là ne peut prendre que 24 élèves professeurs pour la première cohorte. La deuxième vague de stagiaires est donc prévue pour bientôt. Et pour ce qui concerne ceux de la première cohorte, leur départ est prévu pour ce vendredi 20 novembre 2020. Toutes les dispositions sont prises par les autorités
afin de leur garantir un bon séjour en France. Il faut dire qu'installé il y a quelques semaines, le cadre de concertation du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée a tenu sa deuxième plénière dans l'après-midi d'hier jeudi, et ceci dans les locaux du Conseil économique et social. Au menu des échanges, des questions relatives à l'actualisation du fichier électoral national. Je vous invite à présent à suivre un extrait du résumé de la séance que nous propose respectivement ici le rapporteur du cadre de concertation Gilbert Bagana et son président Augustin Tabébian. Nous nous sommes retrouvés aujourd'hui pour statuer sur certaines questions d'actualisation. Nous avons fini la période d'affichage. Nous sommes en période de collecte des données pour que l'enrôlement démarre d'ici à là. Donc il fallait qu'on se retrouve, discuter de toutes ces questions pour savoir comment nous allons redéployer les équipes sur le terrain pour que cette activité se passe sans difficulté et que nous puissions transmettre notre liste dans les délais impartis. Donc c'est ce débat qu'on a mené. Mais aussi le cadre, c'est un cadre de veille qui doit pouvoir se pencher sur certaines questions qui ne créent pas de consensus. Ce que je retiens, je le dis toujours, le modèle du COSLEPI, par rapport à ce que je connaissais, est un modèle exemplaire. Tout se fait avec beaucoup d'apaisement, dans la transparence. C'est ce que je tiens surtout à féliciter. Donc croyez-nous, tout se passera très bien. Nous aboutisserons à un résultat heureux, dans la paix et la tranquillité, surtout la transparence que je constate. Croyez-nous, tout se passera bien. Franchement, c'est un COSLEPI 2020-2021 parfait. J'apprécie. Vous verrez les résultats sur le terrain. On évoque maintenant cette journée mondiale des toilettes. Il faut dire que l'événement est institué par les Nations Unies et célébré le 19 novembre de chaque année. Il permet de sensibiliser les populations sur la nécessité de disposer d'ouvrages adéquats d'assainissement. Cette année, les manifestations sont placées sous le thème « L'assainissement durable et le changement climatique ». Au Bénin, elles ont réuni à Dassa-Zoumé plusieurs organisations et les acteurs intervenant dans le domaine de l'assainissement. Les festivités sont organisées par l'ONG Aéramer et ont été meublées par plusieurs activités. Les précisions avec Imet Hélène Amoussou. C'est un événement annuel célébré chaque 19 novembre. La journée mondiale des toilettes met l'accent sur l'importance de l'assainissement et défend l'accès à la propreté et la sécurité des toilettes pour tous, sur initiative de l'ONG Aéramer. Association pour l'étude et la réalisation des aménagements en milieu rural, Plan international Bénin, Protos, Dédras ONG et plusieurs autres acteurs spécialisés dans les questions de l'assainissement ont commémoré ce jeudi à Dassa l'édition 2020 de cette journée. La présente journée mondiale des toilettes a été initiée et a été organisée dans le but de sensibiliser la communauté au niveau de la commune de Dassa-Zoumé et du département des collines en général sur la nécessité de disposer d'un ouvrage d'assainissement dans son ménage. Il est important que chaque ménage dispose d'un ouvrage d'assainissement, c'est-à-dire d'une toilette. Cette célébration vient nous rappeler une fois encore notre rôle dans ce domaine parce que qui dit hygiène dit santé. Près de 80% des maladies qui sont transmises d'une personne à une autre le sont par le biais de nos mains qui sont mal entretenues, par le biais de tout ce qui est défaut d'hygiène. La célébration vise également à sensibiliser le public sur la situation des personnes qui vivent encore sans accès à des installations sanitaires. Le thème de cette édition 2020 est intitulé « L'assainissement durable et le changement climatique » cadre avec l'ambition des organisateurs de prendre des mesures en vue de l'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 6. Eau et assainissement pour tous d'ici 2030. Nous devons innover afin d'introduire des matériaux locaux résilients dans la construction de nos toilettes. C'est dans cet esprit que le sujet innovation
a construit à Dassa et à Savalou des sani-marchés qui sont des espaces dans lesquels il sera vulgarisé une gamme d'ouvrages d'assainissement pouvant répondre aux défis de notre temps. Nous voudrions, au nom du préfet, vous dire toute notre gratitude à Plan International Bénin et à tous les autres partenaires. Remercier le régime Talon qui s'investit tous les jours dans l'atteinte des ODD. En prélude aux manifestations de ce jeudi, l'ONG Aeramais a initié un jeu concours sur l'état de gestion des toilettes dans les écoles primaires de la zone urbaine et périurbaine de Dassa-Zoumé. Des 30 établissements ayant participé, 11 seulement s'en sont sortis avec une bonne moyenne. Elles ont reçu à l'occasion leur récompense constituée de dispositifs de lavage de mains, de savon liquide, gel et autres petits prix. Autre détail de l'actualité, le ministre de l'Énergie, Jonas Jean-Claude Ousso, a présidé hier matin la cérémonie de lancement et d'opérationnalisation du cadre national de concertation genre et inclusion sociale dans le secteur. Il faut dire que c'est un creuset qui permettra de renforcer les capacités d'échange dans ce sous-secteur afin d'accroître la productivité. Reportage Ali Momouni et Eder Mpavi. Le ministère de l'Énergie acte enfin la question du genre. Les nombreuses démarches entreprises pour réduire les inégalités liées au genre aboutissent aujourd'hui à des résultats probants. En atteste l'installation du cadre national de concertation genre et inclusion sociale dans le secteur de l'énergie CCGIS. En effet, tout a commencé en juin 2018. Lorsqu'un groupe de femmes et d'hommes, en restant collés à la vision de notre premier responsable, ont commencé à mûrir l'idée de concrétiser la mise en place de ce creuset qui constituera un véritable organe de veille. Il est à noter que plusieurs réunions ont été tenues par ce comité de juin 2018 à décembre 2018, puis en janvier 2019 pour arriver là. Le CCGIS se veut un creuset d'échange et de partage qui mènera en synergie avec tous les acteurs des actions pour la prise en compte des préoccupations liées au genre et à l'inclusion sociale dans le secteur de l'énergie. À cette cérémonie de lancement et d'opérationnalisation du CCGIS sont présents les partenaires techniques et financiers, les ONG et bien d'autres acteurs des questions du genre. Nous avons donc besoin de la contribution de tous et de toutes, que ce soit des structures décentralisées, que ce soit les partenaires techniques au développement, les collectivités locales, la société civile, autres ministères, car, comme vous le savez, l'énergie est transversale à toutes les actions de développement et doit être une préoccupation également transversale et partagée. Je reste persuadée qu'une participation assidue et de qualité des différents membres de cet espace de dialogue permanent de concertation et de rencontres conjointes entre experts insufflera un certain dynamisme dans la prise en compte du genre dans le secteur de l'énergie au Bénin. Au cours du présent atelier, un bureau dirigeant est installé pour conduire les activités du cadre national de concertation genre et inclusion sociale dans le secteur de l'énergie. Et pour la promotion du genre au ministère de l'Énergie, le CCGIS se fait déjà une feuille de route. On s'achemine petitement vers la fin de cette édition, mais avant, retenez que 5 organisations non gouvernementales ont décroché leur accord cadre de la part du gouvernement béninois. C'est l'aboutissement d'un long processus d'études de dossiers et d'investigation mené par le comité interministériel et mis en place à cet effet et dont la présidence est assurée par la Direction générale des affaires économiques du ministère de l'économie et des finances. Les ONG lauréates avec cet acte pourront désormais bénéficier de certains avantages et facilités de la part du gouvernement dans l'exercice de leur mission. La cérémonie de signature et de remise officielle de ces certificats s'est déroulée mercredi au ministère de la Justice. Reportage Idriss Boukari et Moufid Sagboa.
Le gouvernement béninois renforce son partenariat avec les organisations de la société civile. Un partenariat matérialisé par la signature et la remise officielle des protocoles d'accord cadre aux organisations non gouvernementales, de l'étude des dossiers soumis au comité interministériel, aux missions d'investigation des réalisations des ONG candidates sur le terrain, en passant par les auditions des responsables d'ONG. L'épreuve a été rude et le processus long. Mais à l'arrivée, sur les 8 ONG qui en ont fait la demande, 5 ont pu satisfaire aux critères d'éligibilité. Il s'agit des ONG suivantes. Cercle pour la sauvegarde des ressources naturelles, communément appelé Césarène. Scienson ONG. Happy Universe. Association d'aide au développement des femmes du Bénin. Humanitarian Health for Children. L'éligibilité d'une ONG à l'accord cadre est conditionnée au respect strict de certains critères, notamment l'accomplissement régulier, après au moins 3 ans d'exercice à un but non lucratif, d'une mission continue d'utilité publique et d'œuvre sociale au profit des populations déshéritées. C'est un immense honneur pour nous, récipiendaires, de recevoir cette distinction récompensant des années d'efforts d'utilité publique de nos structures respectives dont nous ne sommes ici que les représentants. C'est pourquoi nous voudrions de cette tribune adresser nos reconnaissances à tous les membres et à toutes nos équipes respectives qui ont toujours soutenu et aidé nos initiatives. Aujourd'hui, nous croyons que cet accord cadre nous permet de dire que nous y sommes arrivés. Pour le représentant du directeur des affaires économiques, loin d'un titre de satisfaction, l'acte doit être considéré comme un moyen d'action permettant aux titulaires d'atteindre leurs objectifs. Le représentant du ministère de la Justice, tout en félicitant les promoteurs des ONG lauréates, les a invités à ne pas dormir sur leur laurier. L'heure n'est pas aux réjouissances de la moisson, mais à redoubler d'ardeur dans le travail abattu et à abattre. L'article 21 du décret numéro 2001-234 du 12 juillet 2001 fixant les conditions d'existence et les modalités de fonctionnement des organisations non gouvernementales nationales et de leurs organisations fêtières prévoit en effet que l'accord cadre permet aux ONG qui en sont bénéficiaires d'obtenir, dans des conditions précises, auprès de l'État, un large éventail de facilités, dont des exonérations douanières et fiscales ou encore des appuis techniques ou financiers. Et pour atteindre véritablement ces objectifs, les responsables des ONG lauréates ont profité de cette cérémonie pour renouveler leur engagement dans le cadre de la poursuite de leur mission afin d'accompagner le gouvernement dans sa politique de protection sociale et d'accès aux services sociaux de base au profit des citoyens. Voilà, ce serait tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. C'est évident qu'on va se retrouver très bientôt pour partager le reste de l'actualité. Allez, portez-vous bien.